bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 7 du roman Le Royaume du Livre sans nom. Allez, c'est parti. Séverine Carretier. Eh bien, cela fait du bien de boire un coup. Je suis prête pour continuer l'histoire. Vous êtes prêts? Julie, Lucas et Philippe Carretier ensemble. Oui, on est prêts. Séverine Carretier. Alors, c'est reparti. Sophie, l'inspecteur Grantier, Laura et Hector avaient tous affronté leur première peur. Tous continuèrent leur périple dans l'espoir de retrouver les autres. En effet, tous étaient inquiets pour les autres et n'aimaient pas trop le fait d'être seuls pour affronter ces peurs. Ils se sentaient tous beaucoup plus forts ensemble. Allons voir dans leur périple où se situe chacun. Commençons comme tout à l'heure par Sophie, si vous le voulez bien. Elle venait d'affronter sa peur des serpents, vous vous souvenez? Quel genre de peur va-t-elle affronter à présent? Depuis qu'elle avait dû affronter Sinaloa le serpent, elle n'avait cessé de marcher. Sophie, épuisée, s'arrêta près d'un arbre, s'assit à son pied afin de se reposer. Sans s'en rendre compte, Sophie s'endormit au pied de cet arbre qu'il avait la gentillesse de l'accueillir. Lorsqu'elle se réveilla, elle eut la surprise de se réveiller, non pas dans le royaume du livre, mais bien dans le monde réel, le monde dans lequel elle était née et dans lequel elle vivait. Elle regarda autour d'elle et fut surprise, si tout cela n'était qu'un rêve, de ne pas s'être réveillée à l'hôpital. Car même si elle avait un peu imaginé son voyage dans le livre avec sa sœur, elle savait que sa maladie, elle, était bien réelle. Quand Sophie fit le point et se réveilla complètement, elle reconnut le lieu dans lequel elle se trouvait. C'était le parc où elle allait souvent avec Laura et ses parents. Seulement, elle s'était réveillée seule, quand soudain, elle entendit une voix familière. C'était sa mère qui appelait Laura. Madame Dormani, mère de Sophie et Laura. Laura, c'est l'heure, il faut y aller. Il commence à se faire tard. Tu rêves ou quoi? Tu n'avances plus. Laura. Oui, maman, désolée, mais les reflets du soleil sur les arbres étaient tellement beaux que j'en ai oublié le temps. D'où le fait que je n'avance plus. Madame Dormani. Peut-être, mais là, on risque d'être en retard pour ton cours de danse. Laura. Désolée. Sophie, voyant au loin sa sœur et sa mère, se mit à courir à en perdre haleine afin d'arriver à les rattraper. Arrivant non loin d'elle, Sophie se mit à crier. Sophie cria. Maman, Laura, attendez-moi, j'arrive. Pourquoi elles ne m'entendent pas? Je m'approche de plus en plus d'elles, pourtant. Allez, arrêtez, ce n'est pas drôle. Sophie, en se rapprochant d'elle et en criant toujours autant, perdit l'équilibre. Étant juste à côté de sa sœur, il était évident que l'impact allait être immédiat et que cela allait être plutôt douloureux. Pourtant, en tombant, Sophie passa à travers le corps de Laura, tel un fantôme. Elle fut la seule à prendre des dégâts de la chute. Cependant, en traversant Laura, celle-ci frissonna. Madame Dormani. Tout va bien, ma chérie? Laura. Oui, c'est juste que j'ai l'impression que quelque chose de froid m'a traversée. Ça fait bizarre. Madame Dormani, j'espère que tu ne couvres pas une grippe. Nora, j'espère, je veux pas être malade. Sophie, quoi? Pourquoi est-ce que je suis passée à travers Laura? Je ne peux pas la toucher. J'ai beau essayer, je passe à travers elle. Que se passe-t-il? Tout cela me fait vraiment très peur. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Sophie essaya de nouveau de toucher sa sœur, puis sa mère. Mais tout cela fut sans succès. En effet, à chaque essai, sa main passait à travers les corps. Elle essaya alors de leur parler tout en les suivant, là où elle devait aller. Mais cela fut la même chose. Elle avait beau leur parler, leur hurler dessus, rien ne se passait. Sa mère et sa sœur ne l'entendaient pas. Sophie. Elles ne me voient pas, elles ne m'entendent pas. Je ne peux pas les toucher. C'est comme si je n'existais pas. Cela me terrifie vraiment. Je peux voir et entendre tout le monde, mais je ne peux communiquer avec personne. Pourquoi? J'ai peur, aidez-moi. Sophie, apeurée de ne plus pouvoir communiquer avec personne, de ne plus exister aux yeux du monde, suivit sa mère et sa sœur attristées. Quand le cours de danse de Laura fut terminé, Sophie l'y suivit pour entrer à la maison. Alors que Sophie marchait triste, les yeux dans le bas, ne sachant pas quoi faire, se demandant si c'était un cauchemar ou la réalité, elle croisa un visage des plus familiers. Elle venait de tomber sur l'inspecteur Grantier, et sans doute sa femme à ses côtés. Sophie sourit et courut vers eux. Elle se disait que peut-être que l'inspecteur, lui, pourrait
pourriez la voir ou l'entendre. Sophie criant. Inspecteur Grantier, attendez-moi. Inspecteur Grantier. Madame Grantier, il y a quelque chose qui ne va pas? Inspecteur Grantier. Non, ce n'est rien. J'ai cru entendre quelqu'un m'appeler. J'ai dû rêver. Sophie. Inspecteur Grantier, vous m'avez entendu? Dites-moi que oui. S'il vous plaît, ça me fait peur de n'exister pour personne. Inspecteur, je vous en supplie. Inspecteur Grantier. J'ai vraiment dû rêver car je n'entends plus rien. Madame Grantier. Tu travailles trop, mon chéri. Tu as des illusions auditives maintenant. Il faudrait peut-être que tu penses à prendre des vacances, non? Inspecteur Grantier. Oui, tu as raison, mon amour. Il serait peut-être temps que je me repose. Je vais prendre des vacances. Ça ne peut que me faire du bien. Madame Grantier. Bonne résolution. Ta santé avant tout. Sophie. Oh non, moi qui avais l'espoir qu'il m'ait entendu pour m'aider. Que vais-je faire maintenant? Sophie se mit à marcher sans but à travers les rues, ayant perdu tout espoir d'être vue ou entendue par quiconque. Elle avait peur d'être seule sans personne auprès d'elle. Cette peur l'oppressait au point de rendre difficile sa respiration. Sophie, paniquée, se mit à courir, les larmes découlant le long de ses joues. Sophie, je veux qu'on me voie, je veux qu'on m'entende. Je ne veux pas être seule. J'ai peur, je suis tellement triste. Ce n'est pas possible, je dois rêver. Sophie se rappela alors qu'avant d'arriver ici, dans ce lieu où elle n'existait visiblement pas, elle s'était endormie dans le royaume du livre au pied d'un arbre. Elle retourna rapidement auprès de l'arbre dans le parc, là où elle s'était réveillée dans ce monde. Sophie, c'est bien beau d'être venue à mon point de départ, mais si je ne suis en train de dormir, comment je vais faire pour me réveiller? En plus, si ça se trouve, tout cela n'est qu'une illusion. Dans ce cas-là, comment je vais faire pour en sortir? Il faut que je m'en sorte. Tout le monde compte sur moi. Je veux tous les retrouver. Laura, l'inspecteur Grantier et Hector. Que vont-ils penser s'ils ne me voient pas revenir? Je n'en peux plus d'être seule. Je veux pouvoir parler, toucher quelqu'un. J'ai peur de la solitude. Sophie, tout en pensant, s'assit auprès de l'arbre sous lequel elle s'était réveillée un peu plus tôt. Sans s'en rendre compte, avec toutes ses émotions, Sophie s'endormit auprès de cet arbre. Lorsqu'elle se réveilla, elle se retrouva sous l'arbre du début, dans le royaume du livre. Sophie sourit de toutes ses dents, heureuse. Sophie, ce n'était qu'un simple rêve, ou plutôt un cauchemar. Je suis rassurée. Je vais retrouver ma sœur. Je vais pouvoir la toucher, lui parler. Je ne veux plus me retrouver seule. C'est très effrayant, pardon. Sophie reprit sa route, espérant bientôt finir avec cet endroit. Elle en avait marre et voulait retrouver les autres. Alors qu'elle marchait, elle vit au loin comme une sortie. Elle espérait fort que ça soit la fin de l'épreuve. Elle se mit à courir vers cette ouverture. Celle-ci traversée, elle tomba nez à nez avec une rose enchantée. Sophie, Fiona, c'est toi? J'ai terminé cette épreuve. Je vais pouvoir entrer dans la forêt alors. Rose enchantée, tu as bien fini ton épreuve, petite humaine. Je te fais toutes mes félicitations. Cependant, je ne suis pas Fiona, mais sa sœur jumelle, Anaïs. Je sais, je suis identique à elle. Il est impossible de nous différencier. Et petite précision, tu es déjà dans la forêt et bien avancée. Sophie, vraiment? Ça ne m'étonne pas, je ne sais pas combien de temps j'ai marché. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai très mal aux pieds. Anaïs, repose-toi bien, humaine, en attendant tes camarades. Tiens, mange et bois ce que tu veux, sans te rendre pour autant malade. Récupère tes fosses, tu en auras bien besoin pour la suite. Sophie, votre magie est vraiment étonnante. Merci beaucoup. Anaïs, je t'en prie, prends du repos, tu en as bien besoin. Attendons patiemment les autres. Alors que Sophie et Anaïs attendaient les autres, que pouvait-il bien leur arriver? Retournons donc voir auprès de l'inspecteur Grantier. Il venait d'affronter sa peur du vide et il avait réussi à traverser un gouffre. Il marchait maintenant depuis un long moment. Il était soucieux de savoir comment se débrouiller les autres. Il voulait sortir rapidement de cet endroit. Inspecteur Grantier. Bon, ce n'est pas pour dire, mais ça commence à être long. Je serais bien incapable de dire depuis combien de temps je suis là. Depuis combien de temps on a tous été séparés. Cet endroit recèle quand même bien de la magie et des mystères. On dirait que ce lieu nous aide à réussir les épreuves, car sans les voir, je ne l'aurais jamais traversé ce gouffre. J'ai l'impression que ce lieu a envie d'exister pour de bon. Alors que l'inspecteur Grantier continuait sa route,
Une soudaine lumière aveuglante apparut. Celle-ci envahit tout l'espace, happant l'inspecteur sur son passage telle une rafale de vent traversant un pays. Il était impossible d'en réchapper. Inspecteur Rentier. Bon sang, qu'est-ce qui se passe encore? Je n'y vois plus rien. Alors que l'inspecteur était aveuglé par la vive lumière, celui-ci sentit une main se poser sur son épaule. Quelqu'un se mit à le secouer, doucement, puis de plus en plus fort. Inconnu. Inspecteur! Inspecteur, réveillez-vous! Inspecteur Grantier se réveillant brutalement. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, cette lumière fait mal aux yeux! Lieutenant de police. Veuillez m'excuser, j'ai allumé la grande lumière afin de vous réveiller. On a une piste au sujet des 2 petites filles disparues. Inspecteur, tout va bien? Pourquoi vous regardez comme ça dans tous les sens? Vous ne reconnaissez pas votre bureau? Inspecteur Rentier. Hein? Si, c'est juste que j'ai fait un rêve des plus étranges et des plus réalistes au sujet des 2 disparus, justement. Cette affaire doit me faire plus d'effet que je ne le pensais. Bref, peu importe. Le plus important est de retrouver les 2 disparus. Vous m'avez dit, lieutenant, que vous aviez trouvé une piste. Je vous écoute. Lieutenant de police. Oui, nous avons eu le signalement d'un suspect vu en compagnie des 2 jeunes filles. Nous avons eu sa description et on fait des recherches sur lui. Inspecteur Rentier. Et ça a donné quoi? Le suspect a-t-il un casier judiciaire? Lieutenant de police. Oui, en effet, et pas des moindres. Il a déjà été condamné pour agression, enlèvement de mineurs, vidéo pornographique de mineurs et agression sexuelle sur mineurs et sur des jeunes femmes. Inspecteur Rentier. Eh bien, voilà un charmant personnage. Et dire que l'on laisse sortir de tels monstres de prison sans surveillance judiciaire. Voilà quelque chose d'incompréhensible. Lieutenant de police. Eh bien, en fait, il était sous surveillance, mais il ne s'est pas présenté ces derniers temps. Inspecteur Rentier. Et personne ne l'a signalé, bien sûr. Quel est le nom de ce dangereux individu? Lieutenant de police. Il s'appelle Virgile Viperin. Inspecteur Rentier. Et savez-vous où il est? Lieutenant de police. Non, pas encore. Toutes les équipes sont mobilisées sur les recherches de cet individu. C'est la priorité. Inspecteur Rentier. Je vois, c'est du très bon travail, lieutenant. Mais ne relâchons pas. Il faut trouver ce pourri rapidement. Je viens au poste vous aider, car mon ordinateur ici ne marche pas très bien en ce moment. Allez, il faut les trouver, et vite. Ces demoiselles sont en grand danger. L'inspecteur partit au commissariat avec le lieutenant de police afin de trouver le suspect. Il était inquiet car Laura et Sophie étaient en grand danger. Les recherches se poursuivirent tout le reste de la nuit. Quand, au petit matin, l'inspecteur Grantier retrouva la piste de Virgile Viperin. Tous les policiers se préparèrent pour inspecter cet individu des plus dangereux. Ils descendirent à l'armurerie afin de s'équiper tous et allèrent à l'adresse présumée où se trouvait le suspect. À l'adresse 10, tous les véhicules de police se mirent en place, ainsi que les tireurs. Un policier confirma la présence du suspect, ainsi que celle des 2 disparus. Au vu des cris et des plaintes entendues de l'extérieur, il fallait agir vite. L'inspecteur donna l'ordre d'entrer vite pour sauver les 2 demoiselles. Il entra en tête. Inspecteur Grantier. Virgile Viperin, vous êtes cerné. Rendez-vous sans faire d'histoire et relâchez immédiatement Laura et Sophie. Virgile Viperin. Allez crever les flics. En entrant, l'inspecteur observa que Laura et Sophie avaient des blessures sur tout le corps et leur habit à moitié déchiré. Virgile Viperin, lui, profita que l'attention de l'inspecteur soit tournée vers les filles pour attraper son arme et tirer sur les policiers. Heureusement que tous portaient des gilets pare-balles. Pourtant, l'air de Virgile Viperin faisait étonnamment de dégâts. C'était sûrement une de ces armes modifiées sur lesquelles les gilets pare-balles n'avaient aucune efficacité, ne protégeaient pas, bref, devenaient un simple vêtement. L'inspecteur, fort inquiet pour les 2 jeunes filles, ordonna de cesser le feu. Alors qu'il les cherchait du regard, il fut impossible de les trouver. L'inspecteur fut pris d'une grande peur qu'elles ne soient blessées. Soudain, il entendit par un lieutenant de police qu'elles étaient sorties sans que personne ne les remarque et qu'elles étaient dès à présent en sécurité. Il ne restait plus qu'à arrêter le coupable. Seulement, celui-ci, armé, ne se laisserait sûrement pas faire. Plusieurs échanges de coups de feu eurent lieu. Soudain, l'inspecteur Grantier sentit une très grande douleur au niveau du thorax. Il posa sa main dessus et vit et sentit du sang couler abondamment. L'inspecteur Grantier était très gravement blessé. Inspecteur Grantier.
Oh non, pas ça. L'inspecteur, gravement blessé, s'effondra sur le sol, ses jambes ne tenant plus. Il sentit ses forces l'abandonner, fuir son corps mutilé. La plus grande crainte de l'inspecteur était de mourir en service. Il savait qu'il faisait un des métiers les plus dangereux et que le risque de blessure était toujours possible. Mais il ne voulait en aucun cas mourir sur une interpellation. Il avait déjà eu des blessures, mais là, il savait que cette blessure était particulièrement grave. Sa plus grande peur, mourir tout simplement. Personne ne désire mourir. Cette grande inconnue est quelque chose de très effrayant. Pour l'inspecteur, cela le terrifie. Lieutenant de police. Un homme à terre. Inspecteur, restez avec moi, ne partez pas. Appelez une ambulance, vite. L'inspecteur, au même moment, se sentit être déplacé, sans doute dans une autre pièce, pour le mettre en sécurité. Son lieutenant avait vraiment pris un gros risque en faisant cela. Il aurait pu se faire tuer par Vigile Viperin. Il entendit un coup de feu, et avant de perdre connaissance, il comprit que le suspect s'était fait descendre par ses collègues. L'inspecteur se sentit pâti de plus en plus. La peur de mourir dans son cœur monta de plus en plus également. Il n'entendait plus les secours autour de lui. Il se doutait que Viperin allait être emballé dans un sac mortuaire et emmené vers une salle froide d'autopsie pour affirmer les causes de la mort, qui devait être une balle en plein cœur ou en pleine tête. Il pensait aussi à son pauvre collègue qui devait être à sa place, vu son état, faire et compléter le rapport des dossiers. Il pensait aussi à la joie de monsieur et madame Dormani de retrouver leurs enfants. Passer à tout sauf à la mort qui guette telle une prédatrice prête à sauter sur sa proie. Penser à tout sauf à ça. Surtout ne pas penser à la détresse de sa famille. Qu'est-ce qui est le plus dur, d'être cloué sur un lit d'hôpital ou d'entendre qu'un proche guérisse de ses blessures? En attendant, l'inspecteur souffrait terriblement de ses blessures, avec toujours cette horrible peur de mourir, rendant encore plus instable sa fréquence cardiaque. Il avait mal, mais il était incapable de communiquer sa douleur, incapable de bouger, de parler. Rien de plus terrifiant que de ne pouvoir communiquer ce que l'on ressent. Aucun des muscles de l'inspecteur ne répondait. Celui-ci commençait à paniquer et à déprimer. L'inspecteur Grantier. « Non, je ne veux pas mourir. Pas maintenant, c'est trop tôt. J'ai encore plein de choses à faire, plein de projets. Bouge mon corps, je t'en supplie. Ma famille va être dévastée sinon. D'un autre côté, je ne veux plus souffrir comme je souffre maintenant. Non, je ne dois pas déprimer et abandonner comme ça. La vie commence et se termine fatalement un jour. Mais s'il vous plaît, pas maintenant. J'ai tellement de choses à faire encore, à découvrir. La vie est tellement précieuse. » Alors que l'inspecteur avait ses pensées, une lumière des plus puissantes apparut. L'inspecteur crut qu'il était en train de mourir et une larme coula le long de sa joue, ne voulant pas quitter cette vie. Il sentit soudainement le sol dur sous son corps et n'avait plus la souffrance de ses blessures. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il remarqua qu'il était toujours dans le livre. L'inspecteur soupira de soulagement et un sourire apparut au coin de ses lèvres. « Inspecteur Grantier, je déteste ces épreuves, vivement la fin. Je suis tellement content d'être en vie. J'ai hâte de retrouver tous les autres parce que là, ça commence franchement à être long. » L'inspecteur est parti, le cœur plus léger. Il marcha encore un peu quand il aperçut enfin ce qui ressemblait à une sortie. Sans s'en rendre compte, l'inspecteur accéléra le pas en direction de celle-ci. Quand il arriva, il aperçut Sophie. Il se dirigea rapidement vers elle. Inspecteur Grantier. « Sophie, tout va bien? Ça n'a pas été trop dur? » Sophie. « J'ai eu peur toute seule, mais maintenant que je sais que l'on va tous se retrouver, ça va mieux. » Anaïs. « Vous semblez fatigué, inspecteur. Installez-vous donc. Mangez et reposez-vous. » Inspecteur Grantier en colère. « Fiona, si c'est toi, j'ai 2 mots à te dire. » Sophie. « Ce n'est pas Fiona, inspecteur, c'est Anaïs, sa sœur jumelle. » Anaïs. « Je comprends votre colère, inspecteur. Toutes telles épreuves ne devraient pas être imposées à des enfants, mais les règles sont les règles. » Inspecteur Grantier. « Je n'aime pas ces règles. En fait, c'est normal que l'on ait affronté que de peur. Enfin, moi, c'est mon cas, et pourtant, je sais que j'en ai d'autres. Ce n'est pas que je me plaigne, bien au contraire, c'est tant mieux. Mais je me disais que vous auriez peut-être la réponse. » Sophie. « C'est vrai que moi aussi, je n'ai eu que de peur. » Anaïs. « Oui, c'est normal. Vous êtes en groupe et tout le monde n'a pas le même nombre de peurs. Il a donc été fixé au nombre de 2 peurs à affronter pour tout le monde. De plus, devoir affronter chaque peur prend du temps et beaucoup d'énergie. Je me trompe ?
Inspecteur Grantier et Sophie. Non. Anaïs. Bon, ben, on n'a plus qu'à attendre les autres. En attendant, reposez-vous. Inspecteur Grantier. Ça sera avec plaisir. L'inspecteur Grantier avait rejoint Sophie et ils attendirent que Laura et Hector finissent leurs épreuves. Retrouvons à présent Laura qui venait de quitter la reine Lini et qui l'avait aidée à contrôler sa peur d'étoiles. Elle marchait depuis un long moment et Laura commençait à être fatiguée. Laura, ça va encore durer longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps je marche, mais j'ai l'impression d'être là depuis une éternité. Laura, épuisée, marchait plus par automatisme que de façon volontaire. Elle avançait tel un zombie à travers la forêt. Elle ne faisait même plus attention à ce qui l'entourait. Alors qu'elle avançait, elle entendit une voix familière et se sentit secouée dans tous les sens. En étant debout et en étant sûre de ne pas dormir, c'est un peu comme si la terre se mettait à trembler. Voix familière. Laura, Laura, réveille-toi. Laura, c'est l'heure. Laura, on doit aller voir ta sœur à l'hôpital. Laura. Laura sursautant. Hein? Quoi? On est où là? Maman? Madame Dormani. Et oui, c'est bien moi. Et tu es dans la maison, et pour être plus précise, tu es dans ta chambre. Ça va, tu te resitues maintenant? Tu dormais vraiment très profondément. J'ai mis un bon moment avant de réussir à te réveiller. Laura, dans ma chambre? Pardon maman, mais j'ai fait un rêve des plus bizarres. J'étais à l'hôpital avec Sophie, mais on s'ennuyait. Alors Madame Carretier, le médecin du service, nous a prêté un livre à lire. Ce livre était vraiment étrange. Il n'avait aucun titre, mais par contre, il possédait une couverture magnifique. Mais quand Sophie et moi l'avons ouvert, le livre nous a comme happés. Et nous nous sommes retrouvés dans le livre. Il n'y avait que des animaux qui parlent et l'on devait accomplir une légende avec l'aide d'un ours, Hector, afin de pouvoir sortir du livre. Puis l'inspecteur Grantier, qui nous recherchait dans le monde réel, est arrivé. Ensemble, on est partis affronter diverses épreuves afin d'accomplir la légende. J'étais en train d'en faire une lorsque tu m'as réveillée. Madame Dormani. Eh bien, quelle imagination. Désolée pour toi que ce ne soit pas... Désolée pour toi que tu n'aies pas su quelle était la fin. Mais je te rappelle que ta sœur nous attend à l'hôpital. Laisse-toi, va prendre un petit déjeuner et lave-toi vite. Tu ne veux pas aller voir ta sœur? Laura, si, bien sûr, je me dépêche. Madame Dormani, c'est ta faute, Laura. Tu aurais dû aller te coucher plus tôt hier soir. Laura, maman, je suis plus un bébé. Je peux me coucher plus tard. Madame Dormani, ben voyons. Et après, c'est qui vient te réveiller? C'est maman. Allez, dépêche-toi. Laura, oui, tout de suite. Laura se leva avec hâte. Elle descendit dans la cuisine afin de prendre son petit déjeuner. Elle salua son père et se mit à table afin de manger. Elle prit un verre de jus d'orange et un bol de céréales avec du lait. Elle monta ensuite à la salle de bain. Elle passa d'abord par sa chambre afin de récupérer des affaires propres. À la salle de bain, Laura se déshabilla afin de prendre une douche. Sous la douche, tout en se savonnant le corps afin qu'il soit propre, Laura s'interrogea. Laura, c'est étrange. Je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai pu faire ou regarder hier soir. C'est le véritable trou noir. Est-ce un rêve qui m'a troublée à ce point pour ne plus savoir? Il faut dire aussi que j'avais l'impression d'y être depuis longtemps, très longtemps. Laura sortit de la douche, s'habilla et se lava les dents, se coiffa correctement. Bref, elle faisait sa toilette du matin. Une fois qu'elle fut prête, habillée, chaussée, coiffée, Laura rejoignit ses parents dans le hall d'entrée pour aller voir Sophie à l'hôpital. Ils montèrent en voiture et prirent la direction du lieu que chacun ne connaissait que trop. Le rêve de toute la famille était de ne plus avoir à mettre les pieds dans ce bâtiment. L'espoir de tous était que Sophie ne soit plus malade. La famille arriva à l'hôpital afin de voir Sophie. Ils se dirigèrent dans le bâtiment sans prendre la peine de regarder les panneaux directionnels. Pourquoi faire? Ils connaissaient le lieu par cœur. Alors qu'ils arrivaient dans le secteur où était hospitalisée Sophie, une inquiétante agitation régnait dans le service à proximité de la chambre de Sophie. Alors que la famille voulait approcher de la chambre de Sophie, une aide-soignante avec une infirmière les refoulèrent, les emmenant dans une salle d'attente. Monsieur Dormani en colère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous ne pouvons pas aller dans la chambre de votre fille? Infirmière, vous devez rester ici. Votre fille est au plus mal et le personnel soignant fait tout ce qu'il peut pour la soigner. Mais pour le moment, la famille n'est pas autorisée à la voir, surtout la plus jeune, car les soins procurés pourraient être choquants pour vous, comme pour votre fille, Laura. Madame Dormani inquiète.
Oh non, qu'a-t-elle? Elle fait quoi exactement? Infirmière. Je ne pourrais rien vous dire pour le moment. Il va falloir être patient. Un médecin, Madame Cartier, va venir vous voir pour vous expliquer quand ils auront fini ce qu'ils font. L'infirmière laissa la famille dans la salle d'attente. Tous se posèrent beaucoup de questions, et l'inquiétude montait en flèche. Ils avaient tous peur d'apprendre la fatale nouvelle du décès de Sophie. C'est quelque chose qui faisait très peur à Laura. Le simple fait de penser qu'elle puisse perdre sa sœur nouait sa gorge. Ils ne voulaient pas perdre un être qui leur était cher. Laura inquiète. Sophie n'a rien de grave, hein? On va pouvoir rapidement aller lui parler. Madame Dormani. Je ne sais pas, ma chérie. La seule que l'on peut faire maintenant, c'est attendre. Laura baissa le regard inquiet pour sa petite sœur. Une angoisse s'apprenait au plus profond de son être, l'empêchant de bien respirer. Elle avait peur, très peur de perdre Sophie. C'était quelque chose qui la terrifiait. Laura était très proche de Sophie et elle ne voulait pas la perdre. La famille attendait depuis de très longues minutes, qui paraissaient des heures pour tous. Madame Dormani bougeait ses doigts de façon nerveuse. Monsieur Dormani, ne pouvant rester assis, faisait des allers-retours dans la salle d'attente alors que Laura attendait patiemment un médecin, les larmes prêtes à tomber à tout moment. Madame Cartier, entrant dans la salle d'attente, le regard triste. Monsieur et Madame Dormani, il va falloir être fort. Monsieur Dormani, asseyez-vous s'il vous plaît. Monsieur Dormani s'asseyant. Que se passe-t-il? Comment va Sophie? Madame Cartier, je suis à regret de vous annoncer que votre fille Sophie vient de mourir. La maladie l'a emportée. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour la sauver, mais malgré nos efforts, nous n'avons pas réussi à faire repartir son cœur. Je suis vraiment désolée. Madame Dormani s'effondrant sur le sol en larmes. Oh non, ce n'est pas vrai, ma petite fille. Laura en pleurs. Vous mentez, Sophie est toujours en vie. Monsieur Dormani, Laura, vous mentez, Sophie est forte. Madame Cartier. Je suis désolée, Laura, mais c'est la vérité, aussi dure qu'elle puisse être. Laura hurlant puis sortant en courant de la salle d'attente. Je ne vous crois pas. Sophie, réponds-moi. Madame Dormani. Laura, reviens, Laura. Laura se mit à courir le plus vite possible, sortant en trompe de la salle d'attente. Elle alla rejoindre la chambre où se trouvait Sophie. En entrant, Laura se figea en voyant un drap recouvrant un corps semblant inerte. Elle le souleva et reconnut Sophie. Elle avait des tuyaux qui sortaient de partout. Laura, en larmes, secouant sa sœur. Sophie, réveille-toi. Sophie, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Sophie, s'il te plaît. Monsieur Dormani entrant dans la chambre en larmes. Laura, elle ne se réveillera pas, ma puce. Laura hurlant de douleur. Pourquoi? Ce n'est pas juste. Monsieur Dormani prenant Laura dans ses bras. Je sais, mon cœur, c'est très dur, ça fait mal. Mais tant que le souvenir de Sophie restera dans nos cœurs et esprits, alors elle vivra toujours. Laura, je ne veux pas, papa, je veux qu'elle revienne. Pourquoi? Sophie! Monsieur Dormani essaya de consoler sa fille, rejoint par sa femme tout aussi inconsolable. Il allait falloir du temps, beaucoup de temps pour accepter le fait que Sophie soit partie pour toujours. Laura était vraiment inconsolable. C'était sa plus grande peur, perdre un être cher, qui venait de se réaliser. Le personnel soignant laissa le temps à la famille de se remettre de ce drame. Il fallait maintenant s'occuper du corps de ce petit être dont la vie lui avait été cruellement arrachée. Monsieur Dormani, allez, sortons de la chambre. On doit laisser le personnel soignant s'occuper de Sophie. Laura, quoi? Que vont-ils faire? Monsieur Dormani, ils vont enlever tous les objets médicaux qui sont sur Sophie, tel le tube qui lui permet de respirer, les divers tuyaux qu'elle a sur tout le corps. Laura, pourquoi? Monsieur Dormani, pour permettre aux pauvres funèbres de s'occuper d'elle. Laura, quoi? Tu ne vas pas les laisser l'emmener, papa? Monsieur Dormani, Laura, Sophie est morte, elle ne se réveillera jamais. Son âme s'en est allée. Il faut que tu l'acceptes et que tu la laisses partir. Laura en colère. Non, jamais, monsieur Dormani. Laura, arrête de faire l'enfant. Laura ne l'entendait pas de cette oreille. Elle se dégagea des bras de ses parents et essaya d'empêcher quiconque d'approcher sa sœur. La plus grande peur s'était produite. Elle avait perdu Sophie, mais ne l'acceptait pas. Elle secouait sa sœur pour qu'elle se réveille enfin. Mais tout cela était vain. Son père essaya de l'arrêter, mais Laura se débattait comme pas possible. Soudain, Laura fit un faux mouvement.
glissa et se fracassa la tête contre un coin de table. Monsieur Dormani. Laura! C'est tout ce qu'elle put attendre avant de perdre connaissance. Le cri de désespoir d'un père qui venait de perdre une de ses filles et qui avait peur d'en perdre une autre. Laura reprit connaissance tout doucement, toujours aussi bouleversée par la perte de sa sœur. On pouvait voir de gros sanglots la faire tressaillir à certains moments. Alors qu'elle ouvrait les yeux lentement, elle put voir autour d'elle les arbres, la verdure. Elle était toujours dans le livre. Elle ressentit à ce moment-là un sentiment de soulagement intense. Laura, je suis toujours dans le livre. Cela signifie que Sophie est toujours en vie. Il faut que je sorte vite de cet endroit maudit afin de retrouver ma petite sœur et m'assurer qu'elle va bien. Allez, en route! Laura essuya les larmes salées qui perlaient encore au coin de ses yeux et essaya de calmer ses sanglots qui la prenaient encore de temps en temps. Elle avança encore un long moment avant de voir ce qui ressemblait à une sortie. Laura se mit à courir afin de pouvoir retrouver au plus vite sa sœur. Quand elle arriva au niveau de la sortie, Laura vit Sophie en train de discuter avec une rose. Laura se précipita vers sa sœur en larmes en criant son nom et lui sauta au cou. Sophie. Laura, ça ne va pas? Qu'est-ce qui te prend? Laura en larmes. Sophie, oh ma Sophie, tu es en vie, bien en vie. Sophie. Mais oui, je suis en vie, qu'est-ce qui te prend? Anaïs. Sans doute une illusion où tu es morte, je me trompe? Laura. Non, tu avais succombé à ta maladie. Sophie. Mais ce n'est pas le cas, je suis toujours en vie. Calme-toi, j'ai l'intention de t'embêter encore longtemps. Laura. J'espère bien. Anaïs. Essuie tes larmes, Laura. Tu sembles épuisée. Repose-toi et nourris-toi si tu as faim. Laura. Fiona? Anaïs. Non, moi c'est Anaïs, la sœur jumelle de Fiona. Inspecteur Gantier. Ces épreuves sont trop dures émotionnellement pour elle. Anaïs. Le livre a fait un choix. Il faut le respecter. Inspecteur Gantier. Je n'approuve pas ce choix. Laura. Où est Hector? Sophie. Il n'est pas encore arrivé. Inspecteur Gantier. J'espère qu'il s'en sort bien. Anaïs. Il faut l'attendre. Cela vous permet de vous reposer. Laura. Ce n'est pas de refus. À présent, le groupe n'attendait plus qu'une seule personne, Hector. Lui venait de poser sa preuve de se faire soigner, et il avait pu voir les problèmes que cela engendrait. Hector marchait depuis un long moment dans cette forêt, suivant avec assiduité les indications des différents panneaux. Hector. Bon sang, ça n'enfuirait donc jamais. Je vais marcher éternellement ici ou quoi? J'en ai vraiment marre maintenant. C'est que ça commence à être long, vos bêtises. J'aimerais soit affronter ma prochaine peur, soit accéder à l'arrivée. Soudain, un vent violent se mit à souffler. Le bruit des arbres entourant Hector devenait assourdissant. Il regardait autour de lui, inquiet de ce qui était en train de se passer. Hector, j'espère que ce n'est pas ce que je pense. Pas encore, ne me dites pas ça. Hector scruta avec attention le ciel. Il sentait son cœur battre rapidement. La peur était en train de prendre tout son corps. Depuis le temps, il commençait à avoir l'habitude et à connaître les signes. Sa plus grande crainte se fonda en voyant le ciel s'assombrir. Hector. Oh non, ce n'est pas vrai. Encore. Le vent souffla de plus en plus fort, au point d'emporter Hector dans son sillage. Il ne savait que trop bien ce que cela signifiait. Sa crainte s'était fondée. Il avait encore échoué dans sa mission. Une des personnes du groupe n'avait pas réussi l'épreuve. Laura, Sophie et l'inspecteur Gantier étaient sûrement repartis chez eux. La plus grande peur d'Hector enfouie dans son cœur, de ne jamais réussir sa mission et de ne jamais arriver à faire exister le livre et de se faire sortir de l'oubli et de la poussière. Il savait très bien où ce vent l'emportait, vers la case départ, vers Célestiel. Pendant combien de temps cela allait encore durer? Pourquoi n'avait-il pas le droit à une existence? Pourquoi ce livre n'avait-il donc pas le droit à un nom? Alors qu'il arrivait vers le point de départ, il entendit la voix de son ami, la voix de Célestiel. Célestiel. La nuit permanente est revenue, et cette odeur de poussière aussi. Ce n'est pas encore pour cette fois-ci, Hector, n'est-ce pas? Hector, fou de rage, rempli de colère, de désespoir, de tristesse et de peur, frappa violemment le sol avec sa patte. Il n'en pouvait plus de cette obscurité. Il avait peur d'y être confronté à tout jamais. Il avait peur que ce livre n'existe jamais et ne porte jamais de nom. Hector, c'est sans espoir, on n'y arrivera jamais. On n'existera jamais, Célestiel.
J'ai peur que l'on soit condamné à l'oubli et en noir permanent. Célestiel. Ne dis pas ça, il ne faut pas perdre espoir. Hector, calme-toi. Tu trembles de partout. Hector, comment veux-tu que je me calme? On a encore échoué, tu comprends? On va encore devoir passer je ne sais combien d'années dans le noir et attendre que quelqu'un d'autre ouvre le livre pour accomplir la légende. Si un jour quelqu'un l'ouvre de nouveau. Célestiel. Hector, quelqu'un l'ouvrira forcément un jour ce livre. Hector. Quand? Célestiel. Tu sais très bien que je ne le sais pas. Jusqu'à présent, c'était en moyenne une fois tous les 50 ans, à peu près. Hector. 50 ans, c'est long à attendre. Je suppose qu'ils sont plus ou moins tous plongés dans le sommeil. Célestiel. Oui, mais ils se réveilleront dans environ 10 ans. Hector. Oui, c'est vrai qu'au bout de 10 ans, ils se réveillent, bien que je ne comprenne pas pourquoi. Célestiel. C'est un des nombreux mystères de ce livre. Maintenant, explique-moi ce qui s'est passé avant que ta mémoire ne se couvre de brume. Hector. On voulait entrer dans une forêt, mais on n'a pas pu. Il fallait pour cela que l'on affronte nos peurs d'après Fiona, une rose enchantée comme toi. Mais on a tous été séparés les uns des autres. Je sais que j'ai réussi à affronter ma peur, mais je n'en ai pas affronté d'autres. Je suis arrivé ici. Je ne sais pas qui a échoué en affrontant ses peurs, puisque l'on était tous séparés. Oh Célestiel, je suis lamentable. Je ne te suis d'aucune aide. Célestiel, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Seule la personne qui a échoué le sait, et comme elle a dû repartir dans son monde, on ne saura sans doute jamais. Hector. Célestiel, et si on restait pour l'éternité dans cette situation? Si jamais personne n'arrivait à accomplir la légende, on finirait par disparaître et par ne plus jamais exister. Un jour, quelqu'un pourrait vouloir nous détruire. Ça me fait vraiment très peur, tu sais. Célestiel. Malheureusement, personne ne peut savoir. Hector, ça ne sert à rien de te rendre malade. Hector, je me demande si tu as fait une erreur en me choisissant moi comme guide pour les humains. Il y a eu tellement d'échecs en ces siècles passés. Si je suis un mauvais guide, la légende ne sera jamais accomplie par ma faute. Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu en changes. Célestiel. Hector, je suis sûr de mon choix. Tu es un guide de premier ordre. C'est les élus du livre qui n'étaient sans doute pas à la hauteur. Il leur manque à tous ce petit quelque chose pour réussir. Pourquoi as-tu des pensées aussi pessimistes? De quoi as-tu donc si peur? Hector, j'ai peur de l'échec. J'ai peur de tous nous condamner avec mes bêtises. Célestiel. La légende ne peut pas être accomplie en claquant des doigts. Il y a des obstacles difficiles à franchir. Hector. Alors pourquoi le livre a-t-il choisi des enfants tels que Laura et Sophie? Elles étaient bien trop jeunes pour pouvoir accomplir ce genre de mission. On dirait que le livre s'évertue à choisir des personnes qui ne peuvent accomplir la légende. Le seul qui aurait pu réussir, c'est l'inspecteur Gantier. Célestiel. Voilà qui est étonnant. Tu te souviens encore de leur nom? Hector. Oui, pourquoi? Célestiel. Ils ont dû te marquer car d'habitude, tu as déjà oublié les noms des élus. Hector. Rien d'anormal, ce sont mes amis. Célestiel. L'amitié laisserait une place plus forte aux souvenirs, alors. Intéressant. Je note. Hector. Célestiel, je vais les oublier aussi, c'est ça? Célestiel. C'est inéluctable. Hector. Tu crois que le livre fait exprès de ce genre de choix? Célestiel. Je ne sais pas, je ne pourrai pas te répondre. De toute façon, il y a une infinité de possibilités. Hector. Et quelles sont-elles, ces possibilités? Célestiel. Le livre peut choisir ses élus au hasard, c'est-à-dire que dès qu'une personne trouve et ouvre le livre, elle est aspirée. Il peut aussi le choisir de façon délibérée. Le livre n'apparaît que devant les personnes qu'il a choisies. Je ne peux pas te dire quelle est l'option du livre. Hector. Tu penses que ça peut être un test? Pas pour les personnes venant dans le livre, mais pour les animaux vivant dans ce livre. Célestiel. Tu sais, avec un livre enchanté, tout est possible. Hector. Alors, il est possible que le livre ait choisi de ne jamais vouloir exister et de nous condamner à tous à l'oubli. Ça me fait peur. Si c'est ça, je vais toujours échouer. À tout jamais, vivant dans un vain espoir de réussir à accomplir cette foutue légende. Célestiel. Ne sois pas aussi défaitiste. Ta peur ne fera que te freiner. Si c'est ce que le livre veut, alors il faut que tu trouves un moyen de contrer ça. Mais personnellement, j'en doute très fortement. Hector.
J'ai peur, Célestiel. J'ai vraiment peur d'échouer et de ne jamais réussir. Que dois-je faire? Dis-moi, s'il te plaît. Célestiel, mon ami, je ne peux rien contre ta peur. Tu es le seul à pouvoir faire quelque chose. Mais ce dont je suis sûre, c'est que tu ne dois pas perdre espoir, sinon ce sera la fin pour nous. Hector, tu as raison, je vais me reposer un peu si ça ne te dérange pas. Je suis fatiguée. Il n'y a plus que ça à faire de toute façon, en attendant les nouveaux élus. Célestiel. Ne t'inquiète pas, mon ami, repose-toi bien. Ne dors pas trop près de mes épines cette fois-ci. Hector, pas de problème, j'ai retenu la leçon, merci bien. Célestien, dors maintenant, ne t'inquiète pas, je te préviendrai si des nouveaux arrivants sont là. Hector, merci beaucoup. Hector s'allongea sur le sol afin de se reposer avec la peur toujours présente de la possibilité d'échouer. Il s'endormit sous le regard bienveillant et protecteur de Célestiel. Hector ne fit que cauchemarder, rêvant que le livre n'allait jamais choisir les bonnes personnes et que le chaos allait s'installer dans le royaume du lit. Il avait peur que cela se produise. Il avait peur de ne jamais réussir. Bref, Hector eut un sommeil des plus agités. Lorsqu'il se réveilla, Hector ne vit pas Célestiel. Il se frotta les yeux. Il n'était plus au même endroit. Hector se laissa du temps pour bien faire le point et bien se réveiller. Il s'aperçut qu'il était en fait dans la forêt. Là, il fallait affronter ses peurs. Hector eut un grand soupir de soulagement. Il fit un grand sourire. L'espoir était toujours là. Il n'avait pas encore échoué. Il reprit donc son chemin. Il aperçut au loin ce qui ressemblait à une sortie. Hector accéléra le pas afin de vite sortir de cet enfer. Hector, la sortie, enfin, vite que je sors vite de cet enfer. Je ne veux plus affronter mes peurs, c'est épuisant. J'espère que les autres sont déjà sortis. Hector se dirigea rapidement vers cette sortie qui faisait plus office de libération qu'autre chose. Lorsqu'il sortit et vit Sophie, Laura et l'inspecteur Grantier, ce fut un grand soulagement pour lui. Il n'avait pas échoué dans sa mission. Des larmes se mirent à couler sur les joues d'Hector sans qu'il puisse les contrôler. Lorsque Sophie, Laura et l'inspecteur Grantier entendirent les sanglots de celui-ci, tous s'interrogèrent et s'inquiétèrent pour lui. Sophie. Hector, qu'est-ce qui se passe? Laura. Quelque chose ne va pas? Inspecteur Grantier. Parle, bon sang. Tu vois bien que tout le monde s'inquiète. Hector, je vous prie de m'excuser tous. Ce n'est pas l'attitude que devrait avoir un ours comme moi, de pleurnicher comme ça. Mais la dernière peur que j'ai eu à affronter était des plus éprouvantes. Anaïs. Oui, cela arrive parfois que nos peurs se fassent ressentir une très grande émotion. Hector. Toi, Fiona, j'ai 2 mots à te dire. Ça ne va pas de nous faire affronter des défis pareils. Pour moi et l'inspecteur, je ne dis pas, mais pour des enfants. Sophie. Hector, calme-toi. Laura. Ce n'est pas Fiona, inspecteur Grantier. Hector, du calme, c'est Anaïs, et pas Fiona. Hector. Anaïs? C'est qui ça? Anaïs. C'est moi. Je suis la sœur jumelle de Fiona, et je comprends parfaitement votre confusion et votre colère. Hector. Pardonnez-moi, je suis un peu laissé emporter. Anaïs. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Après ce que vous avez traversé, reposez-vous, restaurez-vous en attendant le reste de l'équipe. Hector. Merci. Le reste de l'équipe. Laura. Comment ça, le reste de l'équipe? Anaïs. Eh bien, vous ne pouvez pas repartir si tout le monde n'est pas là. Sophie. Je ne comprends pas, on est tous là. Anaïs. Non, il manque 2 personnes encore. Inspecteur Grantier. Vous êtes sûr? Nous sommes partis à 4. On est rentré dans cette forêt à 4 et nous nous en sommes sortis à 4 aussi. Hector. En effet, on est au complet, je ne comprends pas. Anaïs. 2 êtres sont pourtant rentrés dans cette forêt juste après vous. Après, c'est possible que ce ne soit qu'une coïncidence ou que ces êtres vous aient suivis. Quoi qu'il en soit, vous êtes obligé de les entendre quand ils ont été considérés comme étant dans votre groupe. De plus, pour effectuer la légende, vous aurez maintenant besoin d'eux. C'est comme ça. Même si je n'ai jamais compris cette règle. Mais c'est le seul moyen pour réussir maintenant. Hector. Mais si ils échouent, tout se termine ici? Anaïs. Oui, en effet. Laura. Quoi? Ça veut dire que possiblement on a fait ça pour rien? Sophie. Oh non, ça serait tellement injuste. Inspecteur Grantier. Il n'a pas d'autre choix que d'attendre maintenant. Anaïs.
Je le crains, oui. Hector, je te jure, ils n'ont pas intérêt à échouer, sinon je les retrouve qui qu'ils soient et je les démolis. Sophie. Hector. Hector. Quoi? Je ne veux pas échouer cette fois-ci. Tu ne t'imagines pas à quel point c'est l'enfer ici quand il n'y a personne pour accomplir la légende. On est dans le noir, on prend de la poussière, certains dorment 10 ans, et il faut en moyenne attendre 50 ans avant que quelqu'un ne vienne pour un nouvel essai. L'inspecteur Grantier. Je vois, c'est donc très important afin d'éviter de vous replonger dans ce cauchemar à cause de quelque chose de bête. Hector. Oui, de plus, étant donné ce que l'on vit dans un livre, rien ne vous garantit qu'un jour on ne sera pas détruit par les flammes, ou autre, avant qu'on ait pu accomplir la légende. Laura, vous pourriez tous mourir. Hector, bien sûr, on n'est pas immortel, et un livre a des faiblesses. Sophie, ça serait terrible. Hector, vous comprenez mes angoisses maintenant? Laura, Sophie, inspecteur Grantier. Oui, on les comprend. Le groupe attendit donc les deux intrus qui les avaient suivis. Certains attendaient avec plus d'angoisse que d'autres. Qui pouvaient bien être ces deux personnages? L'attente était tout simplement insupportable. Après une heure d'attente insoutenable pour certains, deux êtres sortirent du lieu de l'épreuve en courant. Anaïs, ils arrivent. En même temps, c'est très rare ça. Ce sont deux écureuils d'ailleurs. Hector regardant dans la même direction qu'Anaïs. Deux écureuils? Pourvu que ce ne soit pas... Oh non, pas eux, pitié, tout mais pas ça. C'est un cauchemar. Sophie, mais ce ne serait pas Bill et Jack? Laura, si, ça a bien l'air d'être eux. Ils nous auraient suivis. L'inspecteur Grantier. Sans doute, j'espère que la complexité de la tâche ne va pas être accrue avec eux. Hector, ça va aller? Hector, j'aurais dû les bouffer ces deux analphabètes. Ils ont intérêt à se tenir à carreau s'ils veulent survivre. S'ils me font louper cette occasion, je les tue. Sophie, Hector, ne dis pas ça. Ils sont inquiets pour toi, c'est tout. Nora, vous êtes amis, ils ont voulu, inquiets, t'empêcher de partir. Tu devrais être content, non? Hector, dans d'autres circonstances, je le serais, mais pas là. Bill et Jack. Hector! Bill, tu es là. Enfin, on vous a rattrapé. Hector, que faites-vous là, imbécile? Jack, on t'a suivi, on voulait te ramener. C'est trop dangereux, surtout avec des humains. Hector, ces humains sont le seul moyen pour accomplir la légende. Bill et Jack, la légende c'est dangereux, il ne faut pas la faire. Hector, il m'énerve. Jack, Dieu méchant, si tu savais par quoi on est passé pour te rattraper, des ennemis étranges, des choses effrayantes. Moi par exemple, j'ai cru que mon garde-manger était vide, qu'il n'y avait plus rien pour me remplir la panse. Tu t'imagines même pas à quel point j'avais faim. La peur que j'ai eue, tu ne t'imagines même pas. Bill, ça alors, la même peur que moi. Hector, qu'est-ce que je suis étonné. Il n'y a que la nourriture qui compte pour vous. Bill, et l'autre peur que j'ai eue était plus terrifiante. Il y avait je ne sais pas combien de tablettes de légende où il y avait écrit je ne sais pas quoi. Comme je ne sais pas lire, tout comme mon frère, c'est vraiment effrayant. Quand on sait en plus qu'il fallait les exécuter pour qu'on puisse tous vivre, rien que d'y passer, j'ai encore les poils qui se hérissent. Comme moi là, Jack, comme moi la même, Anaïs pensant. Voilà qui est des plus étranges, ils ont eu la même peur. Cela n'arrive jamais. C'est bien la première fois que je vois ça. Est-ce dû au fait que ce soit des frères jumeaux? Hector, vous qui avez si peur de cette légende, vous êtes maintenant obligé de l'accomplir avec nous. Il n'y a pas de retour en arrière possible. De plus, au lieu d'avoir peur de choses à cause de votre incapacité à la lecture, vous ferez mieux d'apprendre. Les légendes vous paraîtront par la suite moins effrayantes et vous pourriez même trouver des choses à lire, des plus intéressantes, dans vos centres d'intérêt à vous. Bill, on ne peut vraiment pas repartir à la maison? Jack, ce serait bien pourtant. Je crois que je n'ai pas sécurisé ma réserve de nourriture. Hector, non. Sophie, impossible. Laura, vous venez avec nous. Inspecteur Grantier, on a une légende à accomplir. Bill et Jack pleurant. Non, on vient pas. Hector, il fallait y réfléchir avant. Vous n'avez plus le choix. Inspecteur Grantier, voyez les choses autrement. Vous pouvez maintenant veiller sur Hector. Bill, mais ce n'est pas bête ça. Jack, plutôt intelligent pour un humain. Bill, allez, en route pour l'aventure. Jack, nous allons buter la légende. Sophie, non, on va accomplir la légende. Jack,
Si tu veux demi-portion. Bill. En route. Hector tout bas. C'est un cauchemar. Laura. Au revoir Anaïs. Anaïs. Au revoir. Soyez prudents. La petite troupe, rejointe par surprise par Bill et Jack, se remit en route dans cette grande forêt afin d'accomplir la légende. Et voilà, le chapitre 7 est terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!